Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Si vous voulez, nous allons euh, commencer à l'heure, hein, tout de suite. Peut-être un détail technique d'abord à l'entrée de cette réunion. Toutes questions peuvent être posées, mais il y a un système pour ça. Sur la barre en haut à droite que vous avez sur votre écran, il y a un point d'interrogation dans un carré. Là, il suffit de cliquer par la souris en haut à droite, le point d'interrogation, et vous pouvez poser toute la question que nos interlocuteurs auront. Juste un mot pour commencer et pour expliquer, si nous avons au niveau de notre fédération professionnelle qui est languedocienne, mais nous avons eu des soucis l'année dernière terribles en matière de mildiou, et d'une part, et on sait qu'on n'est pas les seuls au monde, hein, ça a été le cas un peu partout en France. Donc, on a le droit de s'interroger à la fois sur ce qu'il faut faire ou pas faire, la qualité des produits, en même temps le problème du dosage, euh, l'évolution climatique. Enfin, il y a toute une série de choses qui nous interpellent. Et ça mérite effectivement, on voit déjà cette année qu'il y a quelques problèmes avec la pluie. Et donc, finalement, le mildiou est redevenu un des problèmes essentiels. Et pour tout vous dire, on aimerait que l'ensemble de nos organisations professionnelles amies, dont on fait partie, prennent ce sujet à bras le corps, notamment sous sa dimension réglementaire, avec la suppression des matières actives, avec la baisse des doses. Ça pose un vrai sujet. On manque de compétitivité avec la baisse de nos rendements et il y a de quoi s'inquiéter. Alors, je passe tout de suite la parole aux personnes compétentes. Je remercie pour cette organisation, évidemment, l'IFV, Éric Chantelot, qui est un peu le spécialiste aussi à l'IFV de ce sujet. Merci. Et puis, nous avons Cyril de la Chambre d'agriculture du Gard, qui est aussi là-dessus sur le terrain, présent, qui peut-être pourra nous parler aujourd'hui aussi de ce millésime. Si vous le voulez bien, je vous laisse la parole, Eric. C'est à vous, finalement. Les gens sont venus pour écouter, non pas des grands discours, mais très concrètement, les questions de ce sujet terrible, le mildiou, état de connaissance et recommandations. Bonjour à tous, merci Denis pour cette introduction. Effectivement, donc on va aborder ce sujet du mildiou. Je pense pas qu'il y ait de grands scoops dans ce que je vais vous présenter, juste une remise à niveau ou un état de ce que l'on sait aujourd'hui sur mildiou. En dernière minute, on a fait le choix d'associer aussi à cette réunion donc la Chambre de lecture du Gard, la personne de Cyril Cassarini, parce que l'année 2025 semble se profiler comme une année peut-être difficile également sur le mildiou, et le début de l'année semble le dire, on y reviendra. Et je pense que c'était important, indépendamment de l'avis et de la position que je peux apporter IFEV, qui est plutôt macro sur c'est quoi le mildiou, comment ça fonctionne, quelles sont les grandes règles stratégiques pour contrôler ce bioagresseur. Je pense qu'un regard un peu plus terrain de la part de Cyril sur ce qui se passe aujourd'hui sur vos vignes et comment essayer d'éviter des complications par la suite me semble très important. Donc, pour démarrer, juste un peu la manière dont on va aborder cette matinée au niveau du menu. Donc, je vais reprendre les grands principes du mildiou, de son cycle et rappel biologique et les éléments qui vont influencer son développement. Donc, c'est pas appliqué à l'année 2025 en particulier. On reviendra ensuite sur le point sur les conditions climatiques et de pression de 2024 et où on en est aujourd'hui en 2025 pour donner un peu cet aspect-là. En complément de cette partie-là, donc je laisserai la parole à Cyril qui abordera un peu plus justement, compte tenu de la situation actuelle, quelles sont les recommandations opérationnelles et effectives qui sont à faire aujourd'hui dans la situation du 13 mai 2025. Et puis je reprendrai la main pour refaire un point un peu plus macro là aussi sur la notion de résistance du mildiou aux fongicides et comment on essaye de gérer au mieux les programmes de traitement tenant compte des situations de résistance
Et après, on pourra terminer cet après-midi autour de réponses à vos questions. Vous avez déjà fait part dans vous inscrivant de quelques questions sur lesquelles on pourra intervenir, puisque toute la présentation que je vais faire ne répondra pas systématiquement à tous les points, mais apportera un certain niveau d'éclairage. Si on démarre donc sur la première partie du milieu, le cycle, quelques rappels biologiques. Vous avez ici représenté le cycle global du milieu très schématiquement. On va revenir dans le détail sur ce cycle-là, comment ça fonctionne. Et il est important de revenir sur ces quelques éléments très fondamentaux que tout un chacun a déjà sans doute vu à plusieurs reprises dans le cadre de formation, parce que ça conditionne quand même beaucoup la connaissance de ce cycle, la manière dont on va pouvoir au mieux gérer et contrôler le développement de ce champignon. Donc, premièrement, ce qui est important, c'est que quand les conditions climatiques sont satisfaisantes, on a les œufs d'hiver, les oospores, qui, quand des conditions autour d'humidité et autour de 11 degrés, vont germer sur 2 à 7 jours à peu près, pour former ce que l'on appelle des macroconidies qui contiennent les oospores. Et c'est cette libération des oospores sous l'effet de la pluie, dans des conditions d'humidité, qui vont entraîner les contaminations, ce qu'on appelle les contaminations primaires que vous connaissez et qui ont déjà été constatées sur ce millésime en 2025 depuis une quinzaine de jours, voire 3 semaines sur certains secteurs. Ce qui est important de voir, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a ces premières contaminations, qu'est-ce qui apparaît. Donc on a en fait l'azospore qu'on a vu précédemment qui va pénétrer dans les tissus. Vous avez ici représenté la feuille de vigne avec ses différents tissus et vous pouvez voir le petit filament jaune qui commence à pénétrer par le stomate de la face inférieure des feuilles dans les tissus de la feuille. Une fois qu'il est pénétré dans ces tissus, il y a une incubation, donc un développement de ce champignon dans l'ensemble des cellules de cette feuille par cette entrée par le stomate qui fait qu'on a une incubation pour avoir ce développement qui va dépendre des conditions climatiques et qui dure entre 2 à 14 jours. On est sur des durées qui sont dans la littérature données de cette manière-là, autour de 4-5 jours dans des conditions optimales autour de 25 degrés. Si on fait le parallèle avec les conditions climatiques de ces 3 dernières semaines, on serait plutôt sur des conditions autour de 14 degrés en moyenne de température constante. Donc on est plutôt sur des durées d'incubation sur ce début de cycle 2025 qui seraient plutôt autour d'une dizaine de jours, voire un petit peu plus. Donc c'est relativement long toujours aujourd'hui pour voir les symptômes. Ce qui est important de voir, c'est que si on commence à comprendre ce cycle et l'important pour la gestion de notre stratégie de contrôle, c'est qu'à partir du moment où la zoospore a pénétré dans la feuille, plus aucun produit n'est efficace. Donc quelque part, la guerre est perdue, la guerre peut-être pas, mais la bataille est perdue. À partir du moment où on a une zoospore qui pénètre, elle va faire son travail à l'intérieur du végétal, et c'est pas la peine d'aller retraiter de suite derrière, ça changera rien sur la situation actuelle du développement à l'intérieur des tissus. Nous n'avons pas de produit qui va jouer un effet curatif allant contrôler ce premier développement lors de cette phase de colonisation de la feuille de vigne ou du végétal d'une manière plus générale. Donc à l'issue de cette phase d'incubation, on voit apparaître les sporocystes, donc en fait ce qu'on appelle les données un peu sporulation que l'on voit apparaître. Donc on a la forme feuille de vie, tache d'huile, pardon, et potentiellement rod gris qui apparaissent et qui peuvent donner également, comme vous voyez cette photo, cette fructification qui est présente sur les premières taches identifiées. Et c'est cette fructification-là qui va donner naissance à ce qu'on appelle le cycle secondaire. Donc cette contamination secondaire provient donc de ces sporocystes qui sont présents et qui ont été développés suite au développement, qui sont formés suite au développement du champignon dans le tissu. Vous allez avoir une dissémination de ces sporocytes dans l'environnement par le vent et par la pluie, et donc une nouvelle contamination qui va pouvoir se générer sur de nouveaux organes, nouvelles feuilles ou nouvelles grappes ou grappes en formation. On est donc sur une situation d'un cycle qu'on appelle secondaire. On a donc toute une graduation de différents symptômes qui peuvent apparaître en fonction des différents stades de développement de la vigne. Et tant que les conditions sont favorables, c'est-à-dire qu'il y a de la pluie et des températures favorables, on a de nouvelles contaminations qui s'enchaînent. En fait, à partir du moment où on enchaîne
on a ce cycle secondaire, toute nouvelle pluie, dans des conditions climatiques favorables, mais ce qui est le cas, plus on va aller dans la saison, plus les conditions climatiques sont favorables, autour de 25-30 degrés de manière constante. Au-dessus de 30 degrés, ça a un effet inhibiteur, mais jusqu'à 30 degrés, on va avoir cet effet-là, et donc on va accumuler des cycles de mildiou à chaque événement climatique, à chaque pluie. Ce point est important puisque ça conditionne là aussi notre stratégie de protection. Comme je le disais précédemment, ce n'est pas la peine d'aller intervenir lorsque l'on sait qu'on a une contamination primaire ou secondaire au niveau des tissus des feuilles, puisque là, il ne se passe rien, si ce n'est qu'il y a un développement non visible du champignon dans le végétal. Par contre, l'important, c'est qu'à partir du moment où on a cette contamination-là, la moindre pluie qui va intervenir dans des conditions favorables de température va créer de nouvelles contaminations. Et il faut savoir que de la même manière, on peut avoir, durant le même temps, le maintien de contamination primaire, puisqu'en fait les œufs d'hiver vont continuer à alimenter également les contaminations. Donc on a une succession, une superposition de différents types de contaminations, à la fois liées à des contaminations primaires durant tout le cycle, et à la fois liées à des contaminations dites secondaires suite aux fructifications qu'ont générées les premières tâches. Par contre, ce qu'il faut bien retenir, c'est que tant qu'on n'a pas de conditions favorables, il ne se passe rien. À savoir qu'on peut très bien, dans un cas de figure imaginaire, qui est rarement le cas, qu'on n'ait pas de conditions favorables pendant un mois après le débourrement. C'est pas la peine d'aller traiter durant cette phase de débourrement s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de température minimum respectée. Donc, et de la même manière, le renouvellement des traitements ne se fait que dans ce cas de situation favorable. S'il n'y a pas de pluie et de température favorables, c'est pas la peine d'aller traiter tous les 4 matins. Il suffit de bien positionner par rapport aux conditions climatiques. Et puis, dernière phase du cycle du mildiou, que l'on aborde ici, c'est la phase hivernale, c'est-à-dire qu'à partir des dernières contaminations, des dernières tâches qu'apparaissent, qu'on appelle le mildiou mosaïque, on a la production d'œufs diffères, c'est-à-dire qu'il va y avoir une enquistation de ces germinations sur cette forme mildiou mosaïque, qui vont tomber, ces zoospores, ces œufs divers vont tomber au sol et entraîneront à la suite de l'hiver les nouvelles contaminations que l'on a vues précédemment, de contamination primaire puis de contamination secondaire. Donc on a bien cette phase végétative, contamination primaire, contamination secondaire, puis cette phase de reproduction, c'est-à-dire on maintient tout le potentiel au niveau de la parcelle qui a été présent l'année N-1 en vue de l'année suivante dans le cadre de cette mise en place de ces œufs divers qui vont germer et renouveler des cycles de contamination. Donc ça, c'est les principes généraux. Et on a déjà pu voir, grâce à la compréhension de ce système de fonctionnement du mildiou, qu'il y a des règles clés à prendre en compte lorsqu'on envisage une protection et en cherchant à limiter les contraintes liées à ce bioagresseur. Si on passe par la suite, quels sont les facteurs aujourd'hui que l'on connaît qui peuvent influencer le développement du mildiou? Alors ces facteurs sont des facteurs qui peuvent être plus ou moins importants. Aujourd'hui, on a le premier point, c'est la question de la sensibilité des cépages. Alors si on met de côté les variétés résistantes, donc variétés nouvelles aujourd'hui qui viennent d'apparaître depuis 4-5 ans au catalogue, on a sur des cépages traditionnels connus, des cépages qui vont être plutôt très sensibles, d'autres sensibles et d'autres peu sensibles. Pour ce qui nous concerne, on voit que dans la catégorie des principaux cépages de nos vignobles, le grenache noir, mais vous le savez mieux que moi, est très sensible, et la syrah est considérée comme plutôt moins sensible, au même titre que le viognier assez présent dans le secteur. Bon, ça c'est une vision nationale. Après, cette sensibilité, cette moindre sensibilité, en situation de forte pression, on n'y fait pas grand-chose. Si on a des conditions extrêmement favorables et un environnement où il y a une pression de mildiou dans l'exploitation, dans les parcelles autour d'une parcelle de syrah par exemple, on va quand même découvrir des symptômes sur syrah. Cette moindre sensibilité ne dit pas résistance ou tolérance à la maladie, au contraire des variétés innovantes qui sont aujourd'hui proposées, qui vont avoir un caractère de très faible sensibilité, voire aucune sensibilité à ce pathogène. L'autre point, c'est la notion de sensibilité des organes.
donc les jeunes feuilles, les jeunes rameaux, les inflorescences et jusqu'à baies jusqu'à 5 mm sont principalement sensibles. Et en fait, on a souvent l'habitude d'évoquer que l'important est de traiter l'encadrement de floraison. C'est valable pour le milieu, mais c'est aussi valable pour l'odium, puisqu'en fait, sur cette phase-là, on est à la fois sur des organes sensibles et à la fois sur des conditions climatiques qui sont souvent favorables au milieu. C'est-à-dire qu'on est quand même souvent autour de la fleur sur des périodes du mois de mai dans nos régions avec quelques pluies ou quelques orages présents et des conditions de température qui sont toujours favorables au développement du milieu, parce qu'on est toujours autour de 20-25 degrés sur ces périodes-là. Donc la question de la période de la floraison et ces notions d'encadrement de floraison en termes de traitement viennent de ces situations de sensibilité des organes et de situations climatiques présentes dans nos vignes. En complément, ce qu'il faut tenir compte, c'est par rapport à ces jeunes feuilles et ces rameaux, il y a à prendre en compte dans la stratégie et la gestion d'une approche, c'est la notion de forte pousse. C'est-à-dire qu'on peut très bien être protégé correctement sur tout ce qu'on a traité il y a 5 jours, et puis en 5 jours, ça a pris 20 centimètres. Et si on n'est pas avec un produit systémique et qu'on est par exemple qu'avec des produits de contact, on reviendra sur cette distinction entre types de produits plus tard, eh ben, les nouveaux organes ne sont pas protégés. Même chose quand on rogne, on va faire développer plus rapidement de nouvelles feuilles qui ne sont pas protégées parce qu'elles n'ont pas reçu de produit, sauf si on est sur un produit systémique. Et donc, dans ces périodes de forte pousse, on peut avoir des situations où on est mis en échec, même si on a cru être correct dans notre calendrier de traitement et notre séquençage de nos applications. Donc, il faut être vigilant et en tenir compte également dans la stratégie que l'on va mettre en place. Pour parler de stratégie, et j'en terminerai là sur la partie connaissance générale sur le milieu, comme je l'ai dit, bah, la notion, le curatif, ça n'existe pas. Donc en fait, il faut traiter systématiquement en préventif. Au début de la saison, c'est avant l'apparition des premiers symptômes. Et en cours de saison, si quand bien même on a des premiers symptômes, c'est de traiter en préventif de tout événement, nouvel événement contaminant qui va pouvoir apparaître. Le déclenchement de la protection en général, c'est plutôt après l'apparition des premières contaminations primaires dans la petite région. Et là, tout le travail fait par les chambres d'agriculture, en particulier dans le cadre de BSV, vient vous avertir des situations de découverte des foyers primaires. Et c'est sur la découverte de ces foyers primaires qu'il faut commencer à apporter une forte vigilance pour protéger ces parcelles au moindre événement contaminant qui va intervenir après la découverte de ces foyers primaires. Donc c'est important d'être en préventif avant la prochaine pluie contaminatrice. Alors il est clair que ce cadre général, il est nécessaire à avoir en tête. Il ne faut pas nier qu'on est sur des situations parfois compliquées de choix à faire, puisque la prévision météo n'est pas toujours fiable à 100%, et que de dire j'attends la prochaine pluie qui n'était pas prévue, on peut se faire avoir aussi parce que la prévision météo n'a pas été tout à fait pertinente et a permis d'intervenir dans les temps avant cette prochaine pluie contaminante. Et puis le renouvellement des produits, ben, il doit se faire à la fin de rémanence des produits, mais j'ai tendance à penser qu'il faut éviter de trop penser rémanence. Deux grandes familles qu'il faut tenir en compte, c'est les produits de contact qu'on évoquait, on est plutôt sur 8 à 10 jours de rémanence, on va dire, à réduire si on est sur des formes de forte pousse, et à privilégier des resserrements de cadence si on a une forte pousse sur ces produits de contact. Pour les autres produits que l'on verra par la suite, on est plutôt sur de 12 à 14 jours et envisager éventuellement de prolonger cette période si aucun événement contaminant n'est annoncé, voire réduire ces périodes si des événements contaminants sont annoncés et qu'on est sur des situations de forte pression milieu. Et puis, comme je l'évoquais, par rapport au produit de contact également, nécessité d'intervenir dès qu'on a un lessivage, puisque le produit de contact par essence est à la surface des feuilles et donc ne sera plus présent si on a une pluie de 15, 20 ou 25 mm qui va tomber entre le traitement et le renouvellement. Donc ça, c'est les grandes règles de renouvellement. Le principe général, c'est préventif. À partir du moment où on a des tâches, on ne va pas faire grand-chose sur les tâches qui sont présentes. Par contre, c'est faire en sorte que ces premières tâches que l'on voit apparaître ne soient pas dans un système, comme on l'a vu précédemment, d'augmentation répétée au fur et à mesure des pluies, mais que la pluie suivante, on soit bien présent avec une bonne protection, un produit appliqué juste avant la pluie
qui va venir. C'est valable pour les contaminations primaires, mais également durant tout le cycle végétatif pour les contaminations secondaires. Eric, il y a Si on une, est... pardon, Oui. j'avais une question sur le dosage en début de végétation. Est-ce que c'est possible d'utiliser un calcul euh, un peu de la concentration par rapport au dosage, appliquer un volume réduit par rapport au fait qu'il y a une faible surface foliaire, de manière à avoir une dose par hectare un peu réduite? À deux niveaux, effectivement, il y a deux niveaux pour moduler la dose. Donc, bon, déjà avec des produits de contact type cuivre en particulier en début de saison, on a quand même toujours tendance, mais Cyril pourra le préciser, d'avoir une recommandation de dose un peu réduite à ce stade-là, puisque les 700, 600, 500 ou 600 grammes qui sont celles, les doses maximum autorisées en fonction des produits, sont souvent réduits autour de 100, 150, 200 grammes en début de végétation. Après, d'une manière générale, il est bien clair qu'on connaît aussi la situation du vignoble avec la dimension du feuillage au moment de ses premiers traitements. Et la première règle à appliquer, c'est de régler son pulvérisateur pour n'appliquer le produit que sur la zone du feuillage et donc fermer certaines buses. Et donc là, par effet mathématique, si on ferme la moitié des buses, on va mettre moitié moins de produit à l'hectare en roulant à la même vitesse. Donc déjà par ce biais-là, en début de saison, on réduit les doses, mais après, il y a d'autres moyens aussi possibles de réduire les doses sur le cuivre. Je sais pas, peut-être Cyril, tu veux préciser ces éléments de cuivre et de doses de cuivre en début de saison? Oui, bah, sur le cuivre en début de saison, ce que je dirais, c'est que l'essentiel, c'est la concentration qu'on a dans la bouillie. C'est-à-dire, il faut pas qu'elle soit trop basse. Ça, c'est le truc numéro un, ce que ont tendance à faire pas mal de gens. C'est-à-dire de passer à des doses des premiers traitements, 150, 200 grammes à l'hectare, avec beaucoup de déperdition. Et c'est vrai que si on a quelques pluies, quelques rosées, ou même un gros brouillard, eh ben, c'est lessivé en partie et il peut y avoir un événement contaminant. Faut rappeler un truc, c'est que une dose de 400 grammes de cuivre métal, elle est lessivée, hectare de cuivre métal, elle est lessivée au bout de 10 millimètres. Donc 10 millimètres en début de saison, vu les événements qu'on a en ce moment, ça veut dire qu'à la première pluie ou deux gros brouillards, c'est quasi par terre. 600 grammes, c'est lessivé au bout de 20 millimètres. Donc c'est pour ça qu'il faut pas sous-estimer, il faut pas sous-doser en début de saison et même en milieu de saison, sinon on peut être vite avoir un événement contaminant assez rapidement. Ok. Merci Cyril. Je reprends la main sur la description un peu pour essayer de vous apporter une visibilité, puisqu'on a tous en tête le millésime 2024 et puis on est en plein dans le début 2025. Et donc vous apporter quelques notions parallèles climatologiques et de risque maladie en ce début de campagne 2025. Vous avez ici, comparaison à fin avril, la situation des pluies durant le mois d'avril sur les 30 derniers jours. Donc en haut à gauche, la situation pour l'ex-Languedoc-Roussillon de la pluviométrie. Donc c'est une échelle de 0 à 100, hein, donc elle est bornée, mais ça montre un peu la dynamique, sachant qu'on est plutôt sur le minimum est de 17 millimètres sur 2024 à 190 pour le maximum en avril 2024. Et on est sur du 7 millimètres à 200 millimètres en avril 2025. Donc on voit bien que le mois d'avril a été pluvieux à peu près de la même intensité à la période de débourrement de la vigne et à la période où les œufs de sortie d'hiver étaient mûrs. Donc on a forcément eu des conditions climatiques 2025 qui sont relativement proches en termes de pluviométrie de celles de 2024. On a peut-être, j'ai pas repris le tableau ici, un élément qui est un peu plus réduit, c'est la température qui a peut-être été un peu plus faible en 2025 que ce qu'elle était en 2024. Et l'autre élément qui est un peu différenciant, mais on y reviendra, c'est également un décalage de débourrement d'une dizaine de jours, puisque 2024 était extrêmement précoce, et on est revenu en 2025 sur des niveaux, des périodes de débourrement assez proches d'une moyenne triennale pour le secteur. Bref, premier élément, effectivement, sur la pluviométrie, on est sur quelque chose d'assez similaire sur cette période sensible du début de végétation en termes de quantité d'eau, avec des variabilités bien entendu en fonction des secteurs, mais dans l'ensemble, on est sur quelque chose d'assez similaire.
De ce fait, vous avez ici l'évolution du risque lié au modèle de maladie MIDIU en 2024. Donc vous avez le 8 avril en haut à gauche, le 20 avril en haut à droite, le 29 avril en bas à gauche et le 12 mai en bas à droite. Donc on voit bien l'évolution du risque où on part d'une situation début avril avec quand même un risque relativement fort sur l'ensemble du territoire qui se réduit un peu durant la période 20 avril, 29 avril, mais reste fortement focus sur certaines zones, entre autres dans les PO en 2024, et on voit une situation de risque relativement importante sur l'ensemble du territoire au 12 mai 2024. Si on prend les mêmes dates et la même situation en 2025, on obtient une cartographie qui est sensiblement différente. Alors effectivement, les secteurs peuvent être un peu variables, mais si on prend l'ensemble, on voit bien que sur ces mêmes dates, 8 avril, 20 avril, 29 avril et 12 mai 2025, on voit bien que le risque maladie est fort sur l'ensemble du territoire de notre région ex-Languedoc, de ces 4 départements constituant cette zone. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, en sortie d'hiver, au 12 mai, on est sur des conditions de risque maladie où tous les œufs de milieu sont mûrs, les conditions météo ont été favorables et donc on est dans un système de risque important de développement de maladies. On prend maintenant la situation de ce qu'on appelle la fréquence théorique d'attaque qui représente, via le modèle, les contaminations et la présence de symptômes sur le vignoble. Alors ce n'est pas l'image de la réalité de ce que vous pouvez voir, c'est plutôt le modèle qui le simule. Et on se rend compte ici qu'entre le 15 mai 2024 et le 12 mai 2025, là aussi, on voit apparaître les premiers foyers, les premières contaminations. Alors un peu plus important au 15 mai 2024, on voit le secteur des PO, le secteur est montpelliérain avec ces points jaunes qui commencent à clignoter sur ce secteur-là. Et on a quelque chose d'assez similaire en 2025, même si à date à peu près équivalente, la dimension de ces zones sont un peu plus faibles en 2025, ce qui s'explique sans doute par le décalage que je décrivais en début d'une dizaine de jours entre le débourrement et les premières contaminations qu'on a pu voir apparaître en 12 mai 2025. Ce qui veut dire que quelque part, d'ici une dizaine de jours, la situation risque d'être assez proche, juste en prenant ce qui s'est passé à date, sans se prévaloir de ce qui va se passer dans les 10 jours qui viennent, mais grosso modo, sur la fin de cette semaine et la semaine suivante, c'est là où on va voir apparaître la sortie un peu plus importante, voire parfois dans un certain secteur assez massif, de symptômes de mildiou sur le vignoble, puisqu'on a ce petit décalage et qu'on sait que ce qui s'est passé au moins jusqu'à présent était favorable, contaminations primaires qui ont eu lieu, qui ont été détectées, situation de pluie relativement importante et homogène sur le territoire, et situation température correcte pour développement, même si elles ne sont pas excessives pour le développement du mildiou. Donc on va voir apparaître d'ici la fin de semaine et semaine prochaine plutôt un renforcement des symptômes sur le territoire. Donc face à cette situation, je te propose, Cyril, de faire un petit point. Comment aujourd'hui vous abordez le conseil? Qu'est-ce qui est recommandé aujourd'hui en termes de produits, de stratégie, de vigilance? Comment vous travaillez aujourd'hui sur le terrain? Juste pardon, Cyril, avant, on avait une question sur les Mhm. contaminations. Est-ce qu'on peut avoir des contaminations primaires sur la vigne provenant directement du cordon Oui, liées à la enfin, conservation? alors, c'est pas directement du cordon, c'est plutôt lié à un événement pluvieux, je dirais, qui fait des orages avec un effet rebond, un effet splatching. C'est-à-dire, souvent, ça arrive dans les zones à galets, sur la costière ou sur les côtes du Rhône. Ça, c'est souvent mi-avril. Sur ces zones-là, quand vous avez des orages avec du vent du sud, ça flaque. Et avec les bourrasques, cette eau qui est au sol, vous avez les spores qui sont au sol. Et par effet rebond, ça renvoie sur la végétation. Voilà, c'est un événement bien connu qui fait que ben, dans ces cas-là, vous avez des foyers primaires qui vont germer directement en hauteur. C'est ce genre de symptômes, d'ailleurs, vous allez rarement le voir dans les zones des sables, hein, parce qu'il n'y a pas de flaquage. Vous allez le retrouver dans les zones argileuses et plus particulièrement dans les zones argileuses et avec des galets. Donc oui, on peut avoir des foyers primaires directement en hauteur sur le cordon. Donc,
Pour revenir un peu à ce que tu disais, si on regarde l'année 2024, elle est quand même, pour ce qui est du Gard, faut bien voir que de mars à juin, sur le secteur sud, on a pris 350 mm d'eau sur la période végétative, ce qui correspond à quand même des records, sachant que 2008-2018, on était aux alentours de 300 mm aussi. La nouveauté, c'est qu'on a eu des foyers primaires extrêmement tôt en 2024, parce qu'on a eu 10 jours d'avance sur la végétation. Donc, on a commencé à avoir les premiers foyers primaires vers le 10 avril, avec 10 jours d'avance de végétation. Ces foyers primaires, ils correspondent à l'événement pluvieux du 1er avril, où on a pris 100 mm avec des effets de bourrasque, enfin, ce que je vous disais, un effet de tempête qui a fait qu'on a eu des foyers primaires en hauteur. Si on regarde pour 2025, on n'a pas eu ces événements diluviens, mais on a eu beaucoup de pluie, puisque là, depuis mars, on est, selon les secteurs, à 200 voire 250 mm. Donc beaucoup d'eau, énormément d'eau. Le seul truc, c'est qu'on a à peu près 10 jours de retard sur la végétation. Mais par contre, énormément de stocks de sport de milieu par rapport à l'année dernière. Donc c'est pour ça que c'est un peu historique nos préconisations à la Chambre du Gard par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. On a préconisé aux gens de traiter avant l'apparition des foyers primaires, donc de traiter en préventif avant de voir les premiers foyers, vu les conditions climatiques annoncées et qui se sont avérées justes, puisqu'il ne fait, en gros, on a un orage par semaine. Le dernier en date, qui est de l'ordre de 80 mm sur le Sommier-Roi et 40 à 30 selon les secteurs des autres secteurs du Gard. Si on regarde au niveau symptômes milieu 2024 cette année, en 2024, à la même période, donc au 13 mai, les foyers primaires et les repiquages, les premiers repiquages étaient assez généralisés, on en avait partout. À l'heure actuelle, on en a un peu partout, mais beaucoup moins. Ce que disait Eric, c'est que vu qu'on a des températures beaucoup plus fraîches cette année, les cycles sont lancés, mais par contre, on le voit pas encore parce que il fait pas assez chaud. Comme disait Eric, je pense que la grosse fournée des taches et des repiquages inflorescence feuilles, on l'aura cette semaine et le début de la semaine prochaine avec le réchauffement. Donc là, l'idée en termes de préco, pour les gens qui sont en bio, rester sur des doses pas trop faibles. J'en reviens à mon histoire de lessivage, hein. Là, maintenant, la végétation est poussée, donc il vous faut mettre 600 grammes de cuivre métal, parce que la météo, elle est complètement imprévisible. Ça veut dire que si vous mettez 300 ou 400 grammes, si il vient à pleuvoir plus de 20 ou 30 mm, tout sera lessivé, vu qu'il y a déjà des taches dans la nature et qu'elles sont sporulentes. On aura des rosées avec les températures qui remontent, donc vous aurez des contaminations par la rosée. Donc restez à des doses assez élevées pour éviter d'être complètement lessivé et d'avoir des contaminations importantes. Je dirais que pour les gens conventionnels, si vous avez bien démarré le traitement, si vous étiez en préventif, donc plutôt des produits systémiques à base de faux éthyle ou pénétrants. Là, les pénétrants, la vigne elle pousse, mais les taches, on les a sur les feuilles du bas. On n'a pas encore beaucoup de sporées dans l'air, donc de repiquage. On pouvait encore continuer avec des produits pénétrants que Eric abordera. Et surtout, là, maintenant, réduisez les cadences. Ça, c'est important. Les produits qui sont donnés à 14 jours, passez à 12 jours. Les produits à 12 jours, plutôt à 10 jours. Et quand vous êtes en bio, la cadence de traitement, là, c'est tous les 7 jours. Parce qu'il y a la notion de pousse, mais il y a aussi la notion de grossissement cellulaire. Ça veut dire que là où est posé, quand vous avez un produit de contact, comme le cuivre, là où est posée la goutte, en une semaine, le végétal a grossi et donc du coup vous avez des trous dans la raquette. Donc là les cadences de traitement à l'heure actuelle c'est 7 jours maximum, sans pluie.
Eric, si tu as quelque chose à dire de plus. Non, non, moi je confirme ces éléments-là. Je voudrais juste rajouter que, attention, on a beaucoup, depuis de nombreuses années, travaillé sur ces notions de cadence. Il est clair qu'il faut essayer de s'en sortir à partir du moment où on a des régimes climatiques avec des pluies qui peuvent intervenir et que dire je suis clean, j'ai respecté mes cadences de 7 jours ou de mes 12 jours ou de mes 14 jours, ça peut créer des trous dans la raquette si on a des événements contaminants entre les deux et qu'on a des pousses importantes. On a pu voir dans certains vignobles, en particulier par rapport à ces notions de pousses, des échecs. Alors, c'était pas vraiment dans le sud-est, mais sur le Bordelais, par exemple, plusieurs années consécutives ou différentes années, des échecs de protection parce que les gens ont gardé des cadences avec des systémiques à 14 jours, alors qu'il y avait 30 cm de pousse sur la période et que malgré la systémie, il y avait tellement de pousses qu'il y avait une dilution du produit dans le végétal. Donc, vigilance sur les pluies, vigilance sur la pousse pour pouvoir renouveler et ne pas se focaliser sur je traite systématiquement tous les 14 jours. Les 12 jours et 10 jours sont à prendre en compte dans la réflexion en fonction des pluies et en fonction de la pousse. Ça me semble un point crucial parce que beaucoup d'échecs sont liés souvent à du maintien de cadence stricto sensu. Et il suffit qu'on se plante sur une pluie qu'on n'avait pas prévue au milieu, et après, le respect des cadences, on aura beau le respecter, on va courir après le milieu. Ouais, j'ai oublié un truc aussi pour les gens parce que il a beaucoup plu. Pour les gens qui n'ont pas eu le temps de mettre de l'engrais azoté, donc tout ce qui est à base d'urée, ammonitre, ce que vous voulez, à l'heure actuelle, vu la pluvio, vu comme les sols minéralisent, les vignes sont vertes, ne mettez surtout pas d'engrais azoté maintenant, c'est trop tard. Si vous mettez de l'azote là, elle va minéraliser à la fleur et après la fleur. Donc s'il continue à pleuvoir, là vous allez activer le milieu. Donc évitez absolument, vous fertiliserez l'année prochaine en azote, mais plus maintenant. Il y avait une question sur l'impact, est-ce qu'il y a une différence d'impact entre une contamination primaire et une contamination secondaire au niveau de soit de la virulence, soit des organes que ça peut toucher? En règle générale, une contamination primaire touche plutôt les feuilles, mais comme le décrivait Cyril, sur ces effets spatching, on peut aussi avoir des systèmes qui vont au niveau du cordon et toucher directement les grappes. Mais en termes de virulence, on n'a pas forcément quelque chose de très différent. Si ce n'est que en contamination secondaire, comme on peut potentiellement être sur des cycles successifs qui sont accumulés, on a potentiellement un peu plus de virulence parce qu'on a un environnement qui, au fur et à mesure de la saison, va augmenter en termes de pression et de présence de spores dans l'environnement. On a une remarque hein, sur ce que vous disiez, ce que tu disais Cyril, 600 grammes de cuivre tous les 7 jours, on sort un peu des clous des 4 kilos par hectare. Ah, grand débat. Je dirais que, alors, moi je suis dans le schéma 20 pays doc, des gens qui font le plein, hein, c'est-à-dire des gens qui vont essayer d'arriver à faire 80-90 hectos. 2024, et là on s'achemine aussi 2025, sur des années où le 4000 grammes, ça sera difficile à tenir. Bon, si vous êtes dans la zone littorale sable, zone période végétative où vous prenez allez, 150-200 mm, ok, on peut y arriver. Si vous êtes dans le sommier roi ou à l'Odeur, et l'année dernière, mars, juin, quasiment 600 mm, je suis désolé, respecter le 4000 grammes. Alors vous pouvez, hein, ok, mais il faudra, ça veut dire que vous perdrez de la récolte. 10, 20, 30, 40% de récolte, ça dépendra de la vigueur du vignoble, mais et après, moi, mon job, c'est pas de faire perdre de la récolte aux gens. Donc, je pense que on est sur 2 années où on peut pas rentrer dans les clous du 4 kilos par an. C'est pas possible. Est-ce que la fertilisation foliaire peut avoir un impact sur la maladie? Si elle est azotée, si elle est azotée, on va aggraver les phénomènes sur des vignes qui sont déjà bien pourvues en azote, hein, j'entends, hein. Si vous avez des vignes à l'heure actuelle qui sont vert foncé, que vous rajoutez une fertilisation foliaire à base d'azote, ben vous allez donner à manger au milieu. Oui, ça, enfin, je On, pose on- la on- on question à reste- Eric, ouais, mais ouais.
Non, mais on reste dans une logique où une des premières, pour toute maladie, une des premières mesures prophylactiques, quand on parle de prophylaxie autre que les traitements, c'est de dire bah, maintenir une vigueur nécessaire et pas une survigueur, puisqu'on est forcément, si on est en survigueur, plus de feuillage, plus de développement, pénétration peut-être des produits qui est moins pertinente parce qu'on a une nouvelle végétative plus importante. Donc ça reste un point clé et je rejoins Cyril sur le fait que la fertilisation azotée, vu le contexte de l'année 2025, si elle n'a pas été faite, c'est pas le moment de la faire, quoi. On risque de plutôt envenimer une situation que de sécuriser quelque chose. On a une remarque sur le cuivre. Quelqu'un nous dit il lui semble que plusieurs expérimentations en bio ont montré qu'à partir de 500 grammes de cuivre par hectare, l'efficacité n'augmente plus si on augmente les doses. Est-ce que ça vous parle ou... C'est, alors ça, c'est pas la augmenter ou pas augmenter, c'est on va régler sa dose de cuivre en fonction de ces événements climatiques. Ça veut dire que si on est sur des années où on va prendre des pluies de 5-10 mm avec du sec, tout ça. Ok, le 400-500 grammes, même le 300, ça va marcher. Même le zéro d'ailleurs. Hein. 2022, les gens ont fait des cumuls de 600 grammes sur l'année, il n'a pas plu. Euh, le 500 grammes ou le 600 ou le 800 grammes, hein, quand vous appliquez cette dose-là, il faut savoir qu'il reste toujours 50% de la dose initiale après lessivage. Le après lessivage, si vous avez mis 500 grammes et qui va faire et qui fait plus de 20 ou 30 mm ou 40 mm, eh ben, il ne va pas en rester beaucoup. Et surtout après, la condition de est-ce que vous pourrez rentrer dans vos parcelles. C'est ça un peu l'idée. Quand vous êtes en bio, si vous avez vous binez le pied, vous pouvez vous tanker dans le cavaillon. Bon, quand vous avez mis plus de 500 grammes, euh, il restera toujours plus de dose initiale que si vous avez mis que 400 ou 500 grammes. Donc, c'est un peu une assurance par rapport aux événements climatiques à venir, qu'on ne connaît pas. Eric, tu parlais du Languedoc-Roussillon. Il y a un vigneron du Var demande s'ils sont sur le même profil cette année dans le Var, si tu le sais ou pas. Alors, de ce que je sais, c'est que les foyers primaires ont été identifiés, qu'on a effectivement un peu un mimétisme en termes de présence de pression. J'ai pas en tête la climatologie de la semaine passée. Donc moi, sur le secteur, on a eu de la pluie là, le week-end dernier, là, sur la journée de dimanche. Je ne sais pas si ça a été de la même situation climatique dans le Var, mais pour le moment, on était sur des choses à peu près similaires également sur ce secteur Vaucluse, PACA, etc. Enfin, Var, etc. Donc avec plutôt une pluviométrie printanière, présence du milieu, pareil que l'an dernier, avec un petit décalage d'une dizaine de jours par rapport à un débourrement un peu décalé aussi sur ces secteurs, mais on est dans un contexte climatique assez proche. Je ne me prononcerai pas sur les derniers événements potentiellement climatiques de ces 4-5 derniers jours. S'il n'y a pas de questions sur ces points-là, je propose d'aborder donc le troisième aspect de la gestion des traitements. Et pour prendre ce point-là, je vous propose d'entrer par le biais de la notion de résistance du milieu aux fongicides, puisque c'est des éléments qui sont quand même à prendre en compte aujourd'hui de manière assez systématique. Et donc, je vais me permettre là aussi de prendre un peu de hauteur. Ce sera sans doute des rappels pour certains, mais c'est pour essayer de bien comprendre de quoi on parle et dans quel contexte on peut se situer dans le cadre d'une protection et de quel produit appliquer à quel moment. Donc, pour prendre un peu de hauteur, je vais essayer de redéfinir et de vous préciser un peu qu'est-ce qu'on appelle de la résistance et comment elle apparaît au vignoble. La résistance, c'est la capacité d'un bioagresseur à survivre à une application d'une substance active, quelle qu'elle soit. Et une fois qu'elle survit, c'est la capacité de ce même bioagresseur, donc dans l'occurrence de ce que l'on parle aujourd'hui, le champignon, le mildiou, de reproduire une descendance qui va être stable et donc qui va garder ce caractère de survie à une substance active. Pour sécuriser le fait qu'on est bien sur la résistance, et soyez vigilants quand vous avez un problème de présence de milieu dans vos parcelles, très rapidement vous allez incriminer le fait qu'on a une résistance et que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Vigilance là-dessus, avant de crier au loup, il vaut mieux quand même vérifier qu'il y a bien résistance au niveau du dispositif et de votre parcelle
plutôt que il y a peut-être d'autres cas de figure qui ne seront pas de la résistance, qui fait que le programme de protection de l'année en cours n'a pas produit les résultats que vous auriez souhaité. L'important, c'est de voir que cette résistance, en fait, elle se crée pas, en fait, elle existe. C'est-à-dire que les individus et les spores de milieu résistantes au milieu, c'est une erreur dans les enzymes qui vont recopier l'ADN des cellules. En fait, ces individus résistants, ils sont présents avant l'arrivée de n'importe quelle matière active sur le territoire, sur le vignoble. Ces résistants sont présents. Par contre, ces mutants qu'on va dire spontanés, présents dans le vignoble, eh ben, ils sont en très faible quantité, voire on les mesure pas, on les retrouve pas par rapport à la masse des spores qui vont arriver. Ce qui se passe en fait, ces individus-là, qu'on va qualifier de petites moustiques verts, si on essaie de schématiser, à partir d'une présence d'une population d'insectes, là, de moustiques, vous avez les noirs qui sont sensibles et vous avez dans la population, représenté ici par un individu pour 5, mais c'est sûrement un individu pour 100 000 ou plus qui sont la réalité au début de l'arrivée d'une matière active. Vous allez appliquer votre produit présent qui est votre substance active considérée. Ce produit va tuer tous les individus sensibles qui sont présents dans la population d'origine et va maintenir le mutant présent initialement dans l'environnement qui est résistant. Et puis, plus vous allez appliquer cette matière active et répéter les applications de cette matière active, plus vous allez finalement sélectionner ces individus qui étaient naturellement présents et en très faible quantité dans votre environnement, et vous allez progressivement, au bout de plusieurs années, aboutir potentiellement à une présence majoritaire de ces moustiques verts résistants à ce mode d'action par rapport aux moustiques sensibles. C'est cette situation-là, en fait, qui arrive et qui se développe au vignoble pour les différentes substances actives. D'où un principe assez répandu de faire attention, donc de ne pas traiter ou de limiter les répétitions du même mode d'action à partir du moment où on a des fortes infestations. C'est-à-dire que plus vous allez avoir une pression maladie importante, plus vous allez avoir des spores importantes dans l'environnement, plus vous avez le champ de chance de sélectionner une proportion importante d'individus résistants, voire en retraitant par-dessus, de les sélectionner. Donc c'est une situation délicate à gérer par rapport à la connaissance des modes d'action des produits et à leur situation de résistance ou de non-résistance. Il est important d'être vigilant sur le renouvellement de ces applications et sur le fait de ne pas envenimer une situation déjà présente. Donc, milieu déclaré, attention, warning, on reviendra dessus par la suite, comment on gère ces situations de milieu déclaré, quels peuvent être les conseils que l'on peut apporter. D'où la notion qu'on met en avant souvent d'alternance des modes d'action, puisqu'en fait, si on alterne les modes d'action, vous allez avoir une autre mode d'action qui est figurée ici par ce verre de bière, et dans ce cas-là, vous tuez à la fois les sensibles au premier mode d'action vu qui était le verre de vin rouge, et à la fois les résistants au verre de vin rouge. Et donc, par l'utilisation de différents modes d'action durant l'ensemble de votre parcours de protection, vous allez mieux contrôler l'apparition des individus résistants. Et donc ça, c'est un point important, et c'est pourquoi vos conseillers vont systématiquement vous proposer des produits différents en cours de cycle. C'est pas uniquement parce qu'ils ont envie de vendre tel ou tel produit plutôt que tel autre et qu'ils ont un intérêt à vendre plusieurs produits différents. C'est une question technique, c'est de alterner le type de substance active permet de limiter le risque d'apparition de résistance ou d'exaspération de cette résistance qui pourrait amener à des pertes d'efficacité. Ensuite, il y a, par rapport aux produits présents et aux matières actives présentes, on va classer les produits selon, vis-à-vis de la résistance, selon deux modes. Les unicites, ce sont des matières actives, des produits qui vont avoir une cible bien spécifique au niveau du champignon, au niveau des cellules du champignon. Dans ce cas de figure-là, statistiquement, les mutations sont beaucoup plus probables. Et vous avez les situations de produits dits de multisites, qui vont avoir plusieurs cibles ou plusieurs modes d'action qui sont parfois mal connus d'ailleurs. Et dans ce cas de figure où il y a plusieurs cibles, vous avez statistiquement
moins de chances de voir apparaître de la résistance. C'est exactement ce que l'on constate aujourd'hui dans la situation du vignoble. Si on reprend les différents produits, alors je vais parler de nom de matière active et pas de nom de produit. On pourra essayer de faire un parallèle s'il y a des questions par rapport à ça. Au niveau des multisites, voilà la liste des produits aujourd'hui utilisables au vignoble. Vous avez le cuivre, on a déjà parlé, et vous avez le folpel et le dithianon. La caractéristique du folpel et du dithianon, c'est que ce sont deux matières actives aujourd'hui qui sont classées CMR et qui peuvent, dans le respect de certains cahiers des charges ou d'approches spécifiques, être problématiques pour leur utilisation au vignoble ou pour leur nombre d'utilisations au cours du cycle végétatif. Ces produits sont de contact, préventifs, mais ils ont l'avantage d'être polyvalents et donc aujourd'hui de ne pas avoir été sujets à des souches de mildiou les contournant, résistantes, identifiées très clairement au vignoble, qui risquent d'amener des pertes d'efficacité. En parallèle, vous avez ce qu'on évoquait tout à l'heure, les unicites. Alors les unicites, on les a classés sous cette forme-là. Les formes plutôt contact, c'est la molécule zoxamide qui est aujourd'hui présente. Les pénétrants qu'évoquait Cyril tout à l'heure, le cymoxanil, la famille des CAA avec le valiphénalate, mandipropamide, diethylvalicarbe et provalicarbe. Les familles de ce qu'on appelle les QII, donc la famille des amylsulbron, et la famille des QIOI, la méthoctradine. Ce sont tous des noms barbares, mais il est important de voir que finalement, dans ce cadre-là, vous avez aussi des systémiques, les produits très connus, bénalaxine, méthalaxine, qui sont présents sur le marché déjà depuis plusieurs années, le fluopicolide, et le dernier apparu au niveau du marché il y a 3-4 ans maintenant, l'oxatiapiproline ou OXTP sous son nom de code. Et puis dans cette famille des systémiques, vous avez un autre mode d'action que sont les phosphonates ou le phoséthylaluminium, donc phoséthylaluminium très connu depuis des années, qui était présent dans des produits associant phoséthyl et folpel comme le Miccal par exemple, et puis développement depuis une petite dizaine d'années de nouvelles formes de phosphonates de sodium ou de potassium présents sur le marché. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que une approche qui est aujourd'hui développée pour essayer depuis plusieurs années en France pour limiter l'apparition de la résistance, c'est qu'il y a grosso modo aucun produit qui ne sera homologué ou vendu de ces unicites seul. On les a systématiquement associés à un autre mode d'action pour limiter en fait le risque d'apparition de la résistance. Les modes d'action principaux associés, ce sont bien entendu les multisites. Le folpel fait partie du principal mode d'action qui est associé. Vous avez régulièrement des produits associant folpel plus un unicite. Avec la disparition de produits organiques de synthèse multisites comme le méthyram par exemple ou le mancozeb, et bien les sociétés ont commencé à développer des solutions couplant des unicites avec du cuivre comme multisite protecteur entre guillemets de la résistance ou limitant l'apparition de résistance. Et puis dernier cas de figure le plus répandu d'association aujourd'hui, ce sont des unicites soit pénétrants soit systémiques qui vont être associés soit avec le produit de contact présent ici qui est l'azoxamide, puisqu'à ce jour c'est une des molécules pour lesquelles la résistance, et on est en tout début d'identification, soit avec des phosphonates ou des phoséthyls comme partenaires. Il faut bien voir que le phosphonate ou le phoséthyl, du par sa caractéristique de stimulation de défense des plantes et de systémie, a un rôle de protection de l'apparition de la résistance des produits unicites un peu plus réduit que ce que l'on peut considérer des produits de contact ou des multisites préalablement cités. Donc, dans la stratégie de gestion d'une résistance, vous avez deux axes principaux. Celui que j'ai présenté initialement, qui est orienté sur l'alternance des modes d'action pour tuer les individus résistants qui auraient pu être sélectionnés par le traitement qu'on a fait 15 jours avant ou un mois avant, et le système d'association de matières actives. Et donc, tous les produits que vous utilisez aujourd'hui et les non commerciaux que vont vous proposer vos fournisseurs sont systématiquement des associations d'unicites avec un autre mode d'action, soit des multisites, soit de l'azoxamide, soit des phoséthyls ou des phosphonates.
Si on reprend cette cartographie de la situation du panel de matières actives, alors il est clair qu'aujourd'hui, on pourrait y revenir, on est quand même sur une tendance où on a réduit le nombre de modes d'action disponibles durant les dernières années, avec des pertes d'homologation qui ont été validées par l'Europe. Et si on reprend cette diapo d'une manière un peu différente, qu'est-ce que l'on voit? C'est que finalement, pour l'ensemble de ces modes d'action dits unicites, à l'exception des phosphonates et phosétiles, on est dans des situations de résistance avérée. Alors, résistance avérée, qu'est-ce que ça veut dire? Résistance avérée, ça ne veut pas dire, justement, qu'on a une perte d'efficacité de manière systématique. Ça veut dire que des individus résistants ont été identifiés au vignoble par des analyses supérieures à ce qu'ils étaient identifiés lorsque le produit a été mis sur le marché pour la première fois. Je reprends ma présentation. Si on part sur la partie, ce que j'évoquais précédemment, du fait que l'on a des individus résistants présents dans l'environnement, le pourcentage de ces individus résistants est mesuré par la société, la firme qui met en place un produit, au démarrage du lancement du produit. Donc on connaît la situation pour chaque molécule de ce point zéro. Combien en proportion, grosso modo, j'ai d'individus résistants ou quel est le niveau de résistance que j'ai naturellement avant que j'ai introduit mon produit au vignoble. Et en fait, ce que l'on parle dans résistance avérée, c'est que pour l'ensemble des produits, on est sur des évolutions de cette situation initiale où ce point zéro est en train d'évoluer vers une présence un peu plus importante d'individus résistants dans les populations de milieu. C'est pas il y a une variabilité et des niveaux qui peuvent être différents entre les modes d'action, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a systématiquement identifié des résistances pour tous les modes d'action unicites que l'on a aujourd'hui dans notre panier pour envisager de contrôler le milieu. Alors on a des situations très variables. Sur des produits très anciens comme le xymoxanil, la résistance est avérée et quasiment généralisée et on se pose des questions aujourd'hui sur l'intérêt d'associer le cymoxanil dans nos programmes. Est-ce qu'il apporte encore quelque chose du fait de la multiplicité du nombre de spores résistantes dans les populations de mildiou? On a des situations pareilles sur les CA qui sont relativement importantes, mais qui peuvent être encore un peu variables. Et puis, alors là où je voudrais apporter un point un peu plus de vigilance sans vouloir balayer tous les modes d'action, c'est quand même sur ce dernier apparu qui est l'oxatiapriproline, puisque sur ce cas de figure-là, on a une résistance, le produit est présent sur le marché depuis 3-4 ans, on a une résistance qui a été identifiée à partir de 2 ans après la mise en marché, et on sait qu'on est sur une situation de résistance qui a un facteur de résistance très élevé. Et donc, on est potentiellement assis sur une bombe, à savoir que très rapidement, on pourrait avoir des pertes d'efficacité au vignoble sur ce mode d'action. Pour les plus anciens d'entre nous, on pourrait faire une forme de parallèle, même si je garantis pas tout ce que je vais énoncer, mais une forme de parallèle. Pour les plus anciens, vous avez connu le lancement des QOI à l'époque, dans les années 2000, où en 3 ans, on a flingué ces modes d'action parce qu'ils étaient mal utilisés et que la résistance a pris le dessus et qu'on n'avait plus aucune efficacité de ces solutions. Vigilance donc sur l'oxatiapiproline qui pourrait être dans cette même situation. On est sur des modes de gestion de la résistance aujourd'hui que j'évoquais comme principe d'association, comme principe de non-répétition du même mode d'action et de pas application de ce mode d'action sensible sur des périodes de forte pression maladie, qui fait qu'on risque de faire durer plus longtemps et d'éviter le crash qu'on a eu avec les QEI, puisqu'en 3 ans, on n'avait plus d'efficacité, mais vigilance et respect des bonnes pratiques pour l'utilisation de cette solution qui reste très efficace, mais qui est potentiellement avec une épée de Damoclès en termes de risque de perte d'efficacité en lien avec l'apparition de la résistance. Donc en fait, sur ces approches-là, on est en train quelque part de gérer l'efficacité des modes d'action et de les maintenir dans les programmes comme on peut avec les moyens que l'on a. Comment on gère donc cette efficacité? Je l'ai déjà un peu cité par l'alternance. Et donc la recommandation que l'on peut faire aujourd'hui, sur laquelle on se positionne nous au niveau IFEV, c'est de dire
En pression milieu normale, alors c'est compliqué de dire c'est quoi la normalité, ça va être de dire plutôt en situation où finalement on a une pression milieu dans le vignoble au cours du cycle qui arrive à être contrôlée. Ce qu'il faut voir dans ce cas de figure-là, on a 5 à 6 modes d'action différents que j'ai présentés précédemment, les anilides, les CA, les QI, QEI, les fluopicolines et l'oxatiapiproline. On est donc en capacité de réaliser à minimum 5 ou 6 traitements au cours du cycle végétatif sans renouveler le même mode d'action. Et c'est ce principe qu'il faut appliquer pour gérer la résistance. C'est-à-dire systématiquement renouveler son traitement par un mode d'action différent que celui qu'on a fait précédemment ou que celui qu'on a fait il y a un mois. Donc avoir cette notion d'alternance. Si on rajoute dans ce cycle des 5 à 6 traitements 3 traitements cuivre en début et ou en fin de campagne, on est en capacité aujourd'hui, à mon sens, de gérer en situation de pression milieu normale 8 à 9 traitements sans avoir mis le même mode d'action durant le cycle végétatif. Et ça, c'est un point important. C'est gérable. Ça demande de se torturer un peu l'esprit par rapport à son mode de programmation et réalisation de ces traitements, mais c'est possible. Et ça, je pense, c'est un principe qu'il faut essayer de maintenir. Veiller à ne pas renouveler le même mode d'action d'une fois sur l'autre pour limiter le fait d'avoir une pression de sélection sur les individus résistants, les petits moustiques verts qu'on voyait précédemment. Changer de mode d'action pour tuer ces moustiques verts et faire en sorte qu'on ait un meilleur contrôle et pas de résistance apparaître. Alors vous me direz, oui, effectivement, par contre, en pression de milieu forte, comment on fait? Comment on fait? Ça veut dire qu'avec 9 traitements, on ne va pas être en capacité de suivre l'ensemble de la saison. On va devoir faire de nouvelles applications, autres à 10, 11, voire 12 traitements les années exceptionnelles, comme on a pu le connaître en 2024. Dans ce cas de figure, le conseil que j'apporte, c'est de renouveler un mode d'action déjà utilisé dans le cycle, donc les 5 ou 6 modes d'action précédemment cités, et de le renouveler en connaissance de cause. Quelle est la pression de maladie et les symptômes présents dans la parcelle le jour où je décide de le renouveler? Quelle est, si je suis en capacité de savoir, la connaissance antérieure de la résistance sur la parcelle ou dans mon environnement? Et ça, on peut avoir des techniciens qui vous apportent des éléments, ou on peut avoir fait des tests les années précédentes pour savoir où on en est. Et puis également de la stratégie breaker mise en œuvre, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait comme stratégie préalablement. Et donc, si on prend ce principe-là, contrairement à ce qui est apporté aujourd'hui par les sociétés qui mettent en marché les produits qui vont vous dire, moi, mon produit, il est plus efficace à la fleur ou il est plus efficace à la noison, etc. La plupart vont vous dire qu'il est plus efficace avant la fleur parce qu'ils sont sûrs d'appliquer leurs produits sur des situations de moindre pression maladie. Mais grosso modo, tous les produits sont efficaces de la même manière quand ils sont bien employés. Donc ne tenez pas forcément compte de tout ce que vous ai dit, qui va vous être proposé de dire moi, c'est à ce stade-là qu'il faut positionner le produit parce que c'est là qu'il est plus efficace. C'est pas vrai. Les produits sont efficaces. Le tout, c'est de les alterner. Et donc aussi de ne pas systématiser tous au même moment le même mode d'action pour pas avoir une pression de sélection sur l'ensemble du territoire et de la petite région viticole. Je vais en avoir fini. Je fais juste rappeler quelques bonnes pratiques. Ne pas appliquer du licite sur du milieu déclaré, parce que là, vous allez sélectionner les moustiques verts pour le mode d'action considéré. Privilégier le cuivre les années faciles où les périodes de pression milieu sont faibles. Le cuivre comme multisite est un bon, même s'il faut le renouveler. Si vous avez la capacité d'assurer des renouvellements tous les 7 jours, comme on le précisait, c'est peut-être la solution. Et puis adapter aux conditions du moment. Quoi qu'il en soit, il est clair que le nombre de solutions est plutôt en train de se réduire et il n'y a pas de perspective à moyen ou long terme d'avoir de grandes nouveautés en termes de mode d'action qui va révolutionner les stratégies. Donc on est obligé aujourd'hui de gérer les efficacités des solutions et donc d'essayer d'appliquer dans la mesure du possible ces grandes règles que je vous présente. Alors c'est des grandes règles et c'est pas du tout évident à mettre en œuvre, j'en ai bien conscience. Donc pour conclure ce point, c'est gestion de milieu, c'est pas évident, ça devient de plus en plus compliqué et à la carte. Et la période où on achetait son programme de traitement au mois de décembre avec ces 8 traitements qu'on savait à quel moment on allait les mettre et qu'on se posait pas de questions, c'est fini. Il n'y a pas vraiment d'innovation qui va arriver, donc il faut rester avec ce qu'on a et gérer ce que l'on a.
Ça va demander effectivement de la prise de risque. Alors, j'entends bien la position de Denis en introduction de dire aujourd'hui notre situation est dramatique au vignoble et 2024 l'a mis en évidence, mais le contexte est aussi celui-ci. Il va falloir voir comment la viticulture arrive à faire avec cette situation-là. Et puis c'est là aussi suivre, vérifier les cadences, on l'a déjà beaucoup évoqué précédemment, les doses et éventuellement travailler avec des OAD pour mieux identifier les pressions à venir et adapter les renouvellements qu'il y aurait à faire sur vignoble. Et donc c'est cette notion de gestion de résistance que j'évoquais, c'est un point d'importance qu'il faut prendre en compte avec cette alternance des modes d'action qu'il faut privilégier. Tout ceci, ce sont des grands principes. Si on ajoute derrière, et ce sera un mot de conclusion qui ne va pas forcément être très positif, si on ajoute derrière toutes les contraintes réglementaires que vous avez en termes de CMR, de ZNT et autres périodes arrêtés de pollinisateurs, etc., il est clair que gérer un programme de traitement milieu, c'est un casse-tête de tous les moments et c'est très compliqué à faire. Et les erreurs, eh ben, elles peuvent arriver, mais si on connaît un peu les principes, on peut être en mesure de plus facilement les éviter que foncer tête baissée sans trop se poser de questions. On a pas mal de questions. Du coup, ouais, j'attaque. Que pensez-vous du phosphonate de potassium en termes d'efficacité, étant donné qu'il y aurait peut-être une chance qu'il soit labellisé en bio, allié avec phosphonate versus phoséthyl, y a-t-il une grande différence? Je te laisserai compléter, Cyril, si tu veux. Je vais donner un avis. Euh, il y a alors déjà phoséthyl et phosphonate, c'est deux choses différentes. Phosphonate, il existe aussi différents phosphonates. Il y a le phosphate de potassium, le phosphate de sodium. Euh, il y a des différences, oui, potentiellement, puisqu'en fait, la dose de principe actif dans ces différentes formulations peut être variable. La dose enfin, le produit efficace dans un phosphonate, c'est l'acide phosphoreux, et il peut être en quantité différente pour la dose d'homologation fournie, donc il y a potentiellement un petit écart. Par ailleurs, même si j'ai pas d'éléments précis pour le prouver et le mettre en avant, il semblerait quand même que la forme phoséthyl, donc qui est liée à un ion aluminium, est un peu plus performante que la forme liée à du potassium ou du sodium. Mais c'est qu'un avis d'expertise, mais pas vraiment jugé sur le terrain avec un résultat d'expérimentation qui permettra de le préciser. Cyril, je te laisse donner ton avis. Ouais, alors moi je suis alors pour éluder pour répondre à la question sur les phosphonates en bio, c'est l'Allemagne qui avait fait une demande, hein, puisqu'il l'utilisait un peu il y a quelques années, puis il l'utilisait plus. Ça a été refusé. Pour la simple et bonne raison, c'est la question des résidus dans le vin. Parce que on retrouve l'acide phosphoreux, donc issu des phosphonates ou du phoséthyl, très vite. C'est un produit qui se trace à des doses importantes. Et donc, les interprofessions ont refusé, notamment en bio, que ça soit utilisé. C'est en France qu'on a refusé. C'est des produits, je dirais, qui sont phoséthyl d'aluminium ou phosphonate, ce sont des préventifs stricts, systémiques. Ce sont des activateurs des défenses naturelles de la plante qui fonctionnent, mais il faut les mettre en préventif. Ça protège la feuille et les rameaux, ça a une systémie montante. Ce qui va protéger la grappe, c'est toujours le contact associé, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc, si vous voulez être vraiment dans les clous du HVE, ça sera des phosphonates avec du cuivre. L'erreur qu'on fait souvent, c'est le contact associé, le cuivre. On a tendance à le sous-doser, c'est-à-dire que vous allez passer avec des phosphonates type LBG à 4 litres, mais qu'avec 300 ou 400 grammes de cuivre, ça veut dire qu'encore une fois, j'en reviens à mon lessivage, vous prenez 20 mm, le cuivre qui est sur les inflots ou la grappe est lessivé, il repleut dessus, vous avez du mildiou sur la grappe, pas sur les feuilles. Voilà. Donc, contact associé, il faut toujours monter la dose. Maintenant, on pouvait faire des phosphonates avec du Folpel à 2 kg hectare, je crois, à peu près, ou du Dithianon, je crois qu'il se vend aussi comme ça. Mais dans ces cas-là, on ne rentre pas dans les clous des CMR. Mais ça sera plus efficace. Donc,
les phosphonates, c'est phosphonate cuivre, oui, intéressant, mais attention quand on a des années, comme l'année dernière et cette année, s'il pleut beaucoup, on va avoir des phénomènes de décrochage, surtout si vous avez démarré une protection avec ces produits après des contaminations. Si le milieu il a mis le pied dans la porte, c'est pas bon, vous aurez de la casse, on l'a vu l'année dernière. C'est des produits où il faut vraiment démarrer, notamment avec le fosétile, hein, si on prend le cas fosétile type Mical, vous allez démarrer vers le 20 avril ou même avant, vous ferez un peu des scorios, ça fera un peu le milieu, vous serez en super préventif et là ça va marcher. Si vous démarrez une protection beaucoup plus tardive avec ce genre de produit, ben, vous risquez de vous prendre les pieds dans le tapis. Sur le cuivre, on avait deux questions, hein. Y a-t-il des formes de cuivre à privilégier selon le stade de la vigne et le contexte climatique? Avec, pour les vignobles travaillant uniquement avec du cuivre, vous n'avez pas parlé des différences entre hydroxyde de cuivre et sulfate de cuivre, notamment par rapport à l'activation et au lessivage. Qui répond? Eric, moi? Moi, en principe, moi, je donne mon avis global, hein. Après, tu pourras venir plus dans le détail. Personnellement, je fournis ce que je pense. Je pense que toute la notion de différence entre les cuivres est beaucoup liée à un discours marketing des sociétés qui ont mis en avant des solutions en disant moi je suis ceci, moi je suis cela. Donc on a pris des habitudes historiques, on a toujours les mêmes arguments qui reviennent. Une société qui arrive avec un cuivre sur le marché, on va revoir les diapositives, remis en forme bien entendu, mais c'était les anciens transparents qu'on avait vus il y a 40 ans de la société XY qui est remis au goût du jour, et on reprend toujours les mêmes choses et on se traîne depuis 40 ans, les mêmes arguments marketing qu'on nous resserre en nous disant l'hydroxyde ceci, le sulfate cela, etc. Partez du principe qu'il n'y a pas de différence. Partez du principe que c'est la dose, comme le dit Cyril, qui est importante et la concentration qu'on va apporter, mais ne vous prenez pas la tête avec les formes de cuivre. C'est ça. Je rebondis là-dessus, hein, tout ce qui est expé des différentes formes de cuivre, hein, sulfate, donc la bouillie bordelaise, les hydroxyles, l'oxychlorure qui était le plus cheap, le moins cher des cuivres parce qu'il était obtenu euh, avec de l'acide chlorhydrique, hein, et l'oxyde cuivreux, vous retrouvez tout dans les manuels de viticulture depuis 1950 jusqu'à nos jours, où en gros, si vous voulez, les différences d'efficacité, c'est un peu de la bataille d'expérimentateurs. Ça veut dire que ça se joue à quelques pourcents en fréquence et intensité. Mais ça, c'est des trucs qu'on va voir si vous faites de l'expérimentation et des comptages. Mais vous, sur le terrain, quand vous allez les utiliser, vous ne verrez pas la différence. Parce que c'est hyper faible. Ces différences, elles sont minimes. Donc, en effet, c'est surtout des arguments marketing. Après, en effet, vous avez quand même des nuances. Avant, on avait des notions de résistance au lessivage qui variaient parce qu'on avait des cuivres basiques. On avait l'oxychlorure, c'était un truc, dès qu'il y avait une pluie de 10 mm, même à 2000 grammes hectare, ça partait parce qu'il n'y avait pas d'adjuvant. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'il y a pas mal de formulations qui ont été retravaillées, où dedans on a mis beaucoup d'adjuvants, des terpènes, des léchitines de soja, ce qui fait que c'est plutôt les adjuvants qui font qu'on va avoir plus d'efficacité par rapport à cette résistance au lessivage. D'ailleurs, je reviens à mon oxychlorure de cuivre qui était hyper décrié. Pensez que les homologations des années même 90, la dose hectare, c'était 5000 grammes par hectare en une application. Donc les gens, en conventionnel, faisaient 2 applications d'oxychlorure en fin de saison pour pas avoir de milieu mosaïque et ils balançaient 10 kg de cuivre en 2 applications en fin de saison. Pour vous dire d'où on vient. Les années à milieu dans les années 50, chez Monsieur Anfoux, on balançait jusqu'à 50 kg de cuivre métal. À l'heure actuelle, on est à 4 kg. Bon. Donc les choses ont changé. Donc tout ça pour dire que non, il n'y a pas de différence selon les formulations. Vous aurez des cuivres qui sont plus résistants naturellement au lessivage, comme l'oxyde cuivreux, parce que ça colle plus. Après, dès que vous avez une rosée, dès qu'il y a de l'humidité, les ions cuivre se remettent en action et ça fonctionne. Ce qui va compter, comme disait Eric,
c'est la dose de début que vous avez mis. Si vous avez mis une dose homéopathique de 100 grammes, 200 grammes, et que dessus il pleut ou qu'il y a beaucoup de rosée, et que ça pousse très vite, eh ben votre traitement, il comptera pour du beurre et ça ne marchera pas parce qu'il n'y en a pas assez. Avant, sur les expés, ils travaillaient en pourcentage de cuivre dans la bouillie. Ils commençaient à 1%, 1,5%, puis ils montaient à 2%. Voilà, nous maintenant on parle en cuivre hectare, mais peut-être qu'il faudrait recommencer à parler en pourcentage de cuivre dans la bouillie que vous appliquez sur le feuillage. Je pense que c'est ça qui c'est un fondamental. Autre truc, les histoires je dirais, de cuisine où vous allez mélanger de l'oxyde cuivreux avec de l'hydroxyde, avec de la bouillie bordelaise. Encore une fois, vous verrez des différentes efficacités, mais c'est super, enfin, c'est très fin et c'est des trucs que vous verrez en expérimentation, mais vous, en résultat au vignoble, vous n'aurez pas une efficacité de 10, 20, 30 ou 40% de plus si vous avez mélangé de l'oxychlorure avec une bébé ou autre. Du cuivre, ça reste du cuivre. Il y a eu une question, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus l'usage de l'optics disperse, à 80% de faux éthyle, au vignoble associé à un cuivre ou à autre chose? Alors, si je ne me trompe pas, le faux éthyle se mélange pas du tout avec le cuivre. Si vous voulez faire de la mayonnaise ou de l'aïoli, allez-y, ça bouche. Eric? Il y avait une question sur la qualité de l'eau dans la bouillie. Est-ce que la notion d'une eau qui colle, est-ce que c'est en fonction du pH, et cation, anion? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un impact? Non. Sur quoi? La dureté? Euh, sur le fait d'avoir un produit qui colle au feuillage? Ah oui, d'avoir un adjuvant. Ouais, je peux pas te Oui, dire. ouais, ok. Sur une enfin, sur un cuivre, oui, c'est ce que je disais, c'est l'adjuvant, la léchithine de soja, les terpènes de pin qui vont faire que vous allez augmenter la résistance au lessivage. Ouais. Même si on prend le cas des terpènes de pin hein, liés au sol, même utilisé seul, ça a un effet anti-mildiou. Léger, mais ça a un effet. Donc oui, tout ça, c'est la question. Si on prend les surfactants, si vous voulez, c'est des tensioactifs. Ça veut dire que si vous pulvérisez du cuivre basique sur votre feuillage, votre goutte sur la feuille, elle va être très ronde. Donc j'extrapole, mais vous allez couvrir 10 cm². Si vous mettez un tensioactif, donc un mouillat, votre goutte, elle va couvrir 20 à 30% de plus de la surface de la feuille. Donc vous aurez une meilleure efficacité, en plus de la résistance au lessivage. Et sur la Après, qualité si de on... l'eau, pardon, sur la Hein, qualité de l'eau utilisée, si le pH est acide ou basique, ça a un impact ou pas? sur les bouillies enfin, sur le bio, cuivre, soufre, tout ça, non, ça n'a pas d'effet. Après, sur les produits conventionnels, Non, je non, enfin, laisserai répondre Eric. non, enfin, d'une manière générale, pour tout produit que vous allez utiliser qui est un produit formulé, vendu par une firme qui a fait une formulation de sa matière active, vous avez dans la formulation des coformulants qui font tamponner la solution que vous appliquez. Et finalement, le fait de dire je vous propose une solution pour modifier la dureté, le pH de l'eau, etc., n'a pas d'impact sur ces produits formulés. On a pu le voir dans différents dispositifs expérimentaux où on a systématiquement testé une dose pleine, une dose réduite et une dose réduite avec de l'eau soi-disant traitée d'une manière ou d'une autre. L'eau traitée à la dose réduite avait la même efficacité que la dose réduite sans eau traitée, avec une eau classique. Donc c'est pas la forme importante dans les produits formulés. Par contre, on peut peut-être se poser la question pour des euh, vignerons qui seraient en bio, voire en biodynamie, en faisant leur propre solution, leur propre purin, etc. Là, comme c'est une solution qui est fabriquée au niveau de l'exploitation, potentiellement, on peut identifier peut-être qu'il y a un effet d'une dureté de l'eau sur l'efficacité de la préparation qui est faite par l'agriculteur. On avait deux questions sur la prophylaxie. Est-ce que le fait de broyer ces feuilles, de faire une dégradation accélérée avec de l'urée, est-ce que ça peut être utile pour limiter l'inoculum comme en arbo sur la tavelure? Et un peu la même question sur ça,
est-ce qu'on peut limiter la contamination du sol en supprimant les feuilles avant qu'elles ne tombent? Même question pour les bois de taille. Alors, la réponse est, nous n'avons pas la réponse. La réponse, en fait, est de dire qu'on a passé 40 ans à ne pas se soucier de cette forme-là, si ce n'est à l'époque, comme tu l'évoquais Cyril, une application de cuivre en fin de saison pour éviter le milieu mosaïque qui potentiellement avait peut-être un effet pour réduire l'inoculum, mais on l'avait jamais vraiment mesuré. Et en fait, pendant 40 ans, on s'est mis à travailler sur la forme que j'ai décrite, végétative, contamination primaire, contamination secondaire. On a eu des produits qui sont arrivés pour contrôler cette phase-là. On a tout misé sur cette logique-là. Et donc, l'approche évoquée de prophylaxie en termes de réduction de l'inoculum primaire qui reviendrait au sol à la fin de la période végétative, c'est une question scientifique que les équipes se sont posées il y a déjà 2 ou 3 ans et qui va devenir un des grands projets dans les 3, 4 années à venir pour vraiment mesurer l'effet que pourrait avoir la réduction de cet inoculum. Et est-ce que finalement, parce que j'ai enlevé mes feuilles ou parce que j'ai trouvé une méthode pour qu'il n'y ait plus d'inoculum de l'année précédente qui arrive au sol, est-ce qu'au final, j'ai, au bout d'un certain nombre d'années, un effet sur le cycle végétatif et sur les contaminations primaires, voire secondaires, par rapport au fait que j'ai réduit l'inoculum dans le sol. Il faut quand même savoir que l'inoculum dans le sol, il peut se maintenir plusieurs années, donc c'est un effet qu'on ne va pas mesurer sur une année, mais qui peut potentiellement être mesuré sur 5 ou 10 ans, voir s'il y a un effet au final de ce type de pratique. Sur le rôle sur ce qui est au sol, une personne demandait si le travail du sol dans l'interrang, en créant de la poussière, pouvait favoriser les contaminations primaires au même titre que le splashing. Et est-ce que ça a été démontré? Et est-ce que c'est significatif? J'ai pas travaillé le dossier. Cyril, tu as des éléments ou Alors, pas? le travail du sol, oui, ça je l'ai pas dit, mais le travail du sol en période sensible de milieu, donc en ce moment, ben, vous activez l'humidité et vous faites remonter l'humidité dans les souches. C'est un vieux truc, hein, les anciens le disaient, mais ça se vérifie. Là, en ce moment, il vaut mieux éviter de griffonner. Ouais. En gros, c'est surtout l'humidité qu'on fait remonter. Et après, on a remarqué des trucs avec des capteurs de milieu, des trucs bizarres. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Mais non, il faut éviter le travail du sol en période de forte sensibilité. Et une question, c'est est-ce exact de le dire? Est-ce que l'inoculum au sol est digéré par la faune au sol? Bah, je pense que si les feuilles se dégradent, potentiellement, oui. Ça marche sur le black rot. C'est-à-dire comme ça remonte tout ça, vous les broyez, vous les enfouissez, ils sont compostés in situ, vous avez moins d'inoculum, ça doit être peut-être vrai, mais on n'en sait rien. Ben, Non, non, mais je rejoins. Comme je le dis, on démarre un peu la voilà. reprise des travaux sur cette forme hivernale que l'on a laissée de côté pendant des années en termes de recherche et d'expérimentation. Que pensez-vous des capteurs de spores? Prometteur, mais on ne sait pas exactement. Ouais, On, pareil. on a les techniques pour capter les spores, on a les techniques d'analyse rapide en laboratoire. Donc les travaux de thèse sont relativement récents qui ont permis d'avancer sur ce sujet et on voit apparaître ces outils depuis 3, 4 ans. La question qu'on a aujourd'hui sur laquelle on travaille ou qu'on n'a pas les éléments de réponse, c'est bien de savoir mesurer, mais c'est mieux de savoir ce qu'on en fait de la mesure. Et pour moi aujourd'hui, on n'a pas encore identifié comment vraiment cette mesure va pouvoir être intégrée dans des règles de décision et des approches de meilleure compréhension des cycles du milieu. Donc je pense qu'on va y arriver, on a des pistes, mais à ce stade, je serais assez prudent pour penser que c'est la solution miracle. C'est sans doute une solution complémentaire aux outils de modélisation, à l'observation du vignoble, mais qui pour le moment me semble un peu voilà, limitée dans qu'est-ce que j'en fais pour les contaminations primaires, voire pour les contaminations secondaires, comment j'intègre ces éléments-là d'information, de mesure dans ma réflexion. Et est-ce que vous avez un avis sur les traitements UV préventifs? Alors les UV, donc on parle plutôt des UVC dans ce cas de figure-là, qui sont aujourd'hui développés par la société UV Boosting depuis plusieurs années en termes d'application. Le type de traitement UVC est donné dans le cadre dans lequel il est utilisé, avec les longueurs d'onde dans lequel il est utilisé pour un effet stimulation de défense des plantes.
Et donc, pour faire court, mon avis, c'est qu'on est un peu dans la même situation que tous les stimulateurs de défense des plantes type produits qui sont aujourd'hui proposés, indépendamment des phosphonates et phoséthyles, qui ont une efficacité très partielle et très aléatoire. On parlait d'outils d'aide à la décision. Certains parlaient de modèles IA, d'autres demandaient sur les modèles de prévision des risques. On voyait de grosses différences, notamment entre Décitré, Rimpro, Movida, Vitinet. Est-ce que vous avez des éléments pour éclaircir un peu ce qui pourrait, lequel apporte le plus d'efficacité ou de véracité, notamment sur le dernier millésime? Sur la partie modèle, il y a un point qui est clé, qui est fondamental, c'est que tout modèle va être associé à de la donnée météo. Et aujourd'hui, le point le plus crucial, je pense, dans les modèles, c'est la pertinence, la fiabilité de la donnée météo, en particulier en termes de prévision, qui est souvent difficile à avoir une fiabilité parfaite. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il existe effectivement plusieurs outils. Je pense que tous ces outils peuvent avoir un intérêt. Il est parfois difficile de dire c'est celui-ci qui est le meilleur ou c'est celui-là qui est le meilleur, mais ça dépend du contexte aussi, de la situation, et il n'est pas forcément systématiquement le meilleur la même année et de la même manière. Ce qui est important, c'est que je pense que chacun peut être intéressant. Il faut juste bien connaître qu'est-ce que ça peut apporter et ne pas penser que ce type d'outil, quel qu'il soit, va vous remplacer dans la décision de votre stratégie. Il va vous apporter un éclairage différent, éclairage complémentaire à l'observation qui peut être fait par les structures comme la Chambre d'agriculture ou les d'autres conseillers, voire à votre propre observation. C'est complémentaire. Ça permet aussi de s'adapter à ces cycles de milieu que j'évoquais, contamination primaire et secondaire, mais ça va jamais vous remplacer votre propre décision d'y aller. Ça vient informer et donner un élément supplémentaire. Et je rebondis, je pense que les notions de sport et capture de sport qu'on évoquait, ce sera pareil. Ça va pas venir vous donner une information stricte, fiable. Ça va venir accompagner tous les outils déjà existants, dont les modèles, pour mieux comprendre le dispositif et essayer de s'adapter au mieux. Mais les grands principes que j'ai présentés resteront toujours présents. C'est du préventif, c'est les pluies qui vont renouveler une contamination sur laquelle il faut être vigilant. Et ça, c'est indéniable et ça ne changera pas, quelle que soit la technicité des outils d'accompagnement dont on peut disposer. On parlait aussi des questions sur ce qu'on a entendu sur les boîtiers de musique dans les vignes et aussi sur la technique de l'eau ozonée. Est-ce que vous avez Oui, alors une- sur l'eau ozonée, oui, on a fait des travaux dessus. À ce stade, le problème de l'eau, alors l'eau ozonée est une forme d'eau utilisée en agroalimentaire pour la désinfection. Donc on est parti du principe que si ça désinfecte, ça devrait pouvoir désinfecter et tuer des spores de mildiou ou d'autres bioagresseurs présents sur le vignoble. Le problème de l'eau ozonée, c'est sa stabilité, c'est-à-dire que c'est une forme d'eau qui est instable et qui a une stabilité de quelques minutes, quelques dizaines de minutes maximum. Donc, la grosse problématique, c'est comment on arrive à maintenir cette forme d'eau, puisque c'est une eau qui est mise sous une forme H2O2, comment on est en capacité de la maintenir dans le temps lorsqu'on va faire une application. Et ça, on n'a pas résolu le problème. Et l'autre point d'éclairage, c'est que comme c'est un désinfectant, la question est posée aussi par certains scientifiques aujourd'hui de connaître la pertinence de cette solution dans une logique où potentiellement ça pourrait détruire, si on arrive à maintenir la stabilité de cette forme de l'eau, l'ensemble des micro-organismes présents sur la feuille que l'on va traiter. Le mildiou, mais aussi bien des micro-organismes qui pourraient être dits d'intérêt pour avoir un effet SDP, etc., même si on ne les a pas appliqués, mais naturellement présents. Donc c'est un dossier qui est assez compliqué, pour lequel j'aurais tendance à être assez prudent. Et aujourd'hui, je considère qu'on n'a pas de méthode d'application suffisamment fiable pour sécuriser le fait que l'eau ozonée qu'on a créée dans la cuve ou qu'on crée en continu restera présente lorsqu'elle sera projetée sur la feuille de vigne au vignoble. Et sur les boîtiers de musique? Bah là, j'ai pas d'avis, si ce n'est que je les ai jamais testés et qu'on a toujours le seul avis que j'ai, c'est que les relations, prises de contact que l'on a pu avoir avec certaines sociétés qui développent cette solution restent des prises de contact où on se heurte souvent à leur volonté de travailler avec des organismes comme les chambres d'agriculture ou comme l'IFV par rapport à une forme
de rigueur, où on veut toujours comparer, avoir un système bien identifié. Ils invoquent plutôt une approche qui est très enfin, environnementale, globale, mais il n'y a jamais dans leurs études des comparaisons très précises. Et il y a toujours des limites qui fait que c'est pas possible de comparer un témoin par rapport à la situation. Donc je resterai très prudent et très sceptique sur la qualité de ce type de solution. Deux questions deux aspects sur les traitements. Quand est-ce qu'on les démarre? Avant les pluies contaminatrices, avant la découverte des foyers primaires ou après la découverte? Et aussi, quand on pulvérise, est-ce qu'on peut traiter au-delà d'un rang sur deux en cas de forte pression lorsque la végétation est très développée? Les réponses sont dans les questions. Donc non, il faut privilégier, quelle que soit la situation de pression phytosanitaire, le traitement face par face. Je sais que c'est pas très populaire et que ça pose des soucis parce que ça multiplie le nombre d'heures à passer sur le tracteur pour faire les traitements. Mais quelle que soit la pression, il serait préférable de traiter face par face. Deuxième point par rapport à ce qui est évoqué, c'était quoi la première question sur... C'était sur à quel moment traiter, avant les premières pluies ou après les Ça, premières... je pense qu'on y a à peu près répondu quand j'ai présenté un peu les cycles. Systématiquement avant la pluie et contamination primaire en général, sauf 2025 où la Chambre du Gard a pris une position de vigilance importante à faire traiter avant l'apparition des foyers primaires. On a plutôt tendance à attendre les foyers primaires et traiter avant la pluie qui arrive derrière. Est-ce qu'il y a un risque de multiplier les foyers lors des traitements avec les panneaux à récupérateurs? Pas plus que le vent ou la pluie existante. Ok, ben écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, ce webinaire a été enregistré, donc on pourra vous fournir cet enregistrement avec le diaporama préparé par Eric. Et juste une dernière question, du coup, en cas de fenêtre d'application très réduite, mieux vaut traiter sur vigne humide ou avec un peu de vent? Cyril, ton avis? Moi, j'aurais tendance à Euh, privilégier la vigne humide, mais bon. alors, vigne humide. Après, j'ai un cas d'école à Cadlisson d'ailleurs. En 2008, le gars finit son appareil sous la pluie. La vigne était humide, ça brûlait, et il a renouvelé la moitié de la vigne. Donc, il avait fait la moitié de la parcelle sous la pluie. Et il est revenu après la pluie. Et 10 jours après, ben, c'était à couper au couteau. C'est-à-dire que ce qu'il avait fait sous de l'humidité, parce que ben, la fenêtre était réduite, ben, quasi pas beaucoup de milieu. La partie qu'il a fait après la pluie, carnage. Donc j'aurais tendance à dire plutôt avec de l'humidité si la fenêtre est réduite. On avait une question aussi Dans, que dans- j'avais dans- dans posée. une, dans une cer- dans une certaine mesure, le fait d'avoir un feuillage humide n'est qu'un effet mouillant, en fait. C'est-à-dire que Ouais. vous appliquez aujourd'hui avec un pulvérisateur à pulvériser pneumatique à 100-150 litres hectare. Si vous avez de l'eau, effectivement, vous allez monter c'est comme si vous appliquiez à 600 ou 800 litres d'eau hectare quelque part. Mais le produit il va quand même être présent. Alors qu'avec le vent, vous risquez d'en mettre beaucoup en dehors de la parcelle. Mm. Je dirais qu'il ne faut pas que ça ruisselle. Voilà, faut pas que ça ruisselle trop. Mais sur feuillage humide, ça peut être même mieux. Pas trop. Certains vignerons associent hydroxyde et sulfate de cuivre pour bénéficier des temps d'activation différents des produits et couvrir la plante plus longtemps. Est-ce que c'est fondé ou est-ce que c'est encore un argument de marketing? Marketing. Euh, Voilà. Le cuivre, lui, tant qu'il n'est pas lessivé, ben, il a les avantages de ses inconvénients. C'est un métal lourd. Ça veut dire que tant qu'il reste sur la feuille et que vous avez des rosées légères, de l'humidité, il se remet en action, que ce soit un ion de cuivre ou de sulfate ou d'hydroxyde, et il fera le job. Tant qu'il n'est pas lessivé, qu'il n'atterrit pas au sol. Il a une action, tant qu'il n'est pas lessivé, qui est infinie, quelle que soit la formulation.
Et est-ce qu'on sait vraiment si le cuivre restant sur le feuillage après lessivage est toujours efficace? Eh ben voilà, on en revient à la question de base. Combien vous en avez mis avant le lessivage? Vu qu'on sait, c'est les travaux de Bernard Molot qui sont anciens, mais toujours, enfin, ça n'a pas changé. On n'a pas inventé de cuivre révolutionnaire. Quel que soit le niveau de pluie, de précipitation, il reste toujours 50% de la dose initiale. Donc une dose initiale efficace pour être dans... on sait que la dose qui est un peu casse-gueule, mais qui marche s'il pleut pas trop, c'est 400 grammes. 600 grammes, c'est la dose de Croisière, et 800 grammes, c'est la dose de crise et plus. Donc, si vous avez mis que 300 ou 400 grammes et qu'il pleut beaucoup, donc il vous restera 200 grammes sur le feuillage. Ces 200 grammes avec des rosées, avec de la sporée, tout ça, eh ben, vous allez être dedans, vous allez avoir des contaminations. Si vous avez monté la dose avant la pluie, il vous en restera plus, donc vous serez moins lessivé et vous aurez plus d'efficacité plus longtemps. Et après, j'avais une question et une remarque, il me semblait, mais j'ai peut-être pas bien compris. Le cuivre est-il suffisamment fort pour protéger les molécules unicites? Ah ben, le cuivre, Alors, c'est unicite. Enfin, non, le cuivre est bien est suffisamment fort pour ce qu'il est. La complexité de la situation, c'est qu'il est quand même un peu moins pertinent et fortement lessivé, comme vient de l'exprimer Cyril. Donc, face à un unicite que l'on va renouveler en général tous les 14 jours dans la pratique, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, vous avez des chances que votre cuivre soit, surtout si la dose n'est pas énorme, soit un peu euh, moins présent, voire pas présent à la fin de vos 12e, 3e ou 14e jours. Et donc, si une pluie intervient là-dessus, il est possible que votre cuivre ne protège pas grand-chose sur votre unicite que vous avez dans la formulation. Donc, un Folpel était un peu plus persistant, un peu plus costaud qu'un cuivre. Et donc, le cuivre dans ces associations n'est pas forcément le partenaire idéal, mais le partenaire qu'on retrouve de plus en plus parce qu'il n'y a pas CMR, donc intéressant, et parce qu'il y a de moins en moins de multisites disponibles. ouais, désolé, j'avais pas compris la question. Mélanger les pinceaux. Et après, une personne me disait le fluopicolide et l'oxatiapiproline sont des translaminaires et le xoxamide est vendu comme un pénétrant et non en contact. Ouais, Quel est- bon, après, c'est du débat de. Ouais, je l'ai mis dans la catégorie des contacts, mais effectivement, c'est entre contact et pénétrant. Mais voilà, c'est pas un pénétrant du même niveau qu'un CA ou que ceux que j'ai cités par ailleurs. D'accord. Et enfin, est-ce qu'il y a un effet de l'enherbement sur, sur le mildiou? Potentiellement, oui, en début, pour les contaminations primaires, si on a un environnement très développé qui maintient une humidité plus importante. Mais Ça. Mm. Après, si vous avez de l'enherbement, ça permet de passer après des gros orages et vous avez de la portance pour vos appareils, on le voit en ce moment. Il vaut mieux, ce que je disais, hein, il vaut mieux être enherbé, broyé, que avoir des sols labourés en ce moment. Ok, bah écoutez, alors, il y a eu beaucoup de questions. J'espère que j'ai pas raté trop de choses. S'il y en a d'autres, mais je pense qu'on tient à la fin. 16h12, on a un peu dépassé, Je mais peux c'était dire un mot pour vous remercier d'abord, hein, Eric et Cyril. C'était effectivement extrêmement, j'allais dire pointu, si on peut dire cette expression, mais ça démontre quand même, eu égard à l'importance des questions d'une part et au nombre de personnes qui ont suivi ce webinaire, la démonstration qu'il y a un vrai besoin de vulgariser ce type de problème et la conclusion que disait Eric tout à l'heure, le fait que ça devienne de plus en plus complexe et que de toute façon le sujet en question n'est pas simple,
et il a même pris j'allais dire presque une nouvelle dimension depuis les évolutions climatiques. En tout cas, merci à tous. Et effectivement, on a intérêt à être extrêmement vigilant et certainement à continuer les efforts en matière de recherche. J'ai entendu tout à l'heure que pour ce qui était tout ce qui touche à la dimension de l'hivernage, il restait encore là aussi beaucoup de choses à apprendre. Je crois qu'effectivement, on a besoin de continuer à chercher. C'est quand même assez paradoxal que depuis 100 ans, on utilise toujours le cuivre, la bouillie bordelaise et autres. C'est quand même la démonstration qu'il faut certainement continuer à trouver des éléments de lutte peut-être plus efficaces. En tout cas, merci à tous, merci Eric, merci Cyril, et à très bientôt, peut-être dans nos vignes. Merci beaucoup. Et Au revoir. Au revoir. Au revoir.